Compose, hors série numéro 6. Ah ouais, c'était une fierté phénoménale parce que pour moi, c'était vraiment... j'y suis arrivée, tu vois, j'avais cet appel je sors du schéma du salariat, que je trouve très bien, hein, mais c'est juste, voilà, ce sont deux choses complètement différentes. Moi, j'aspirais à l'entrepreneuriat. Et quand j'avais commencé à en parler, j'entendais autour de moi dire « Ouais, mais bon, allez, tu vas retrouver un boulot... Ouais, bon, tu vas avoir du mal quand tu vas retrouver un vrai job, nanana. » Et tu vois, j'avais ce truc Un vrai job, c'est horrible. Oui, tu vois, alors que moi, tous les jours, j'étais là toute la journée sur mon PC, j'avais l'impression déjà de faire des trucs de dingue et de bosser tout le temps. Et donc, le moment où j'y arrive, j'ai suffisamment de rentrée et j'ai le statut. Je dis, non, mais là, il y a plus tu vas trouver un vrai job. Mm-hmm. Là, maintenant, reconnaissez, c'est mon vrai job, en fait. Ouais. Et non, quelle fierté, vraiment. J'ai fait ça toute seule, tu vois. Enfin, toute seule. Je me suis fait aider, évidemment, mais c'est toi, c'est ton job, c'est ton métier, tu le façonnes comme tu veux. Et ça, c'est un luxe. Bienvenue dans ce 6e hors-série de Compose, dans lequel je reçois celles et ceux qui aident les autres à oser créer. Et cette fois, j'ai la joie d'accueillir Vanessa Lopez, consultante en marketing digital, community manager et formatrice. Ensemble, on a parlé de son intérêt pour le blogging, de ses cours du soir en parallèle de son premier job, de ses démarches pour devenir indépendante, de la formation Crédal qu'elle a suivie, du fait d'adorer être dans son cocon et de se nourrir de l'échange et de la transmission, de légitimité, d'être bien entourée, de l'excitation qu'elle a ressentie quand elle est devenue indépendante totale, de fierté, de liberté, du champ des possibles, de l'entrepreneuriat. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Vanessa d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi pour l'invitation. Tu es donc consultante en marketing digital, community manager et formatrice. J'aimerais un peu d'abord que tu m'expliques comment tu t'es dirigée vers cette voie en fait. Pourquoi le digital déjà tout simplement ? Alors, c'est une bonne question. Faut savoir qu'à la base, moi je me suis formée en sciences politiques, donc rien à voir. J'ai fait 5 ans d'UNIF en Sciences Po et relations internationales. Et puis, j'ai cherché du boulot dans cette branche-là et ça n'a rien donné. Et donc, je me suis inscrite dans diverses agences intérim à l'époque. Et j'ai décroché un premier job dans une grosse boîte où j'ai eu un poste qui impliquait que je gère un catalogue cadeaux en ligne, que je gère le parcours client, que je m'assure de contact avec les fournisseurs pour que les personnes reçoivent leurs cadeaux, etc., etc. Et donc, il y avait un peu ce côté, je mets en avant le produit pour que ça plaise aux gens et qu'ils achètent le produit. Et puis en même temps, il y avait la réflexion autour du parcours du client. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je m'intéressais déjà à tout ce qui était blogging. Ah oui. Je suivais des entrepreneuses américaines qui vivaient de leur blog, qui avaient monté des business autour de ça. Et d'ailleurs, j'ai une farde dans l'armoire derrière qui est pleine de freebies que j'avais imprimés, tu vois, sur le sujet. Et voilà, et de fil en aiguille, en fait, j'ai plongé dans tout ça au point que je crois que ça faisait 2 ans que j'étais employée dans la boîte. J'ai fait un master en cours du soir en marketing digital et stratégie digitale. Et voilà, et en fait, je me suis intéressée plus profondément à ça. Et j'ai commencé à postuler pour travailler dans le secteur du marketing digital. Je voulais quitter mon ancien job. Et en fait, les choses se sont extrêmement bien faites, puisqu'à ce moment-là, plus ou moins au moment où je terminais mon master, mon employeur nous annonce que le département dans lequel je travaille va fermer, que nos tâches vont être confiées donc toujours dans la même boîte, mais à une équipe en Angleterre, et qu'on pouvait postuler pour partir en Angleterre, postuler en interne ou prendre la sortie. Et j'ai pris la sortie. Et voilà. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à tester des choses de mon côté en pensant reprendre un CDI. Donc, j'ai continué à postuler pour des jobs en marketing digital tout en développant en parallèle mon activité. Et en fait, c'était un sketch, quoi. Parce que j'allais aux entretiens, mais j'étais pas convaincue. En fait, je me rendais compte que c'était pas ça que je voulais. Et je me souviens d'un jour, et c'était extrêmement gênant pour moi parce que je suis un peu... tu vois, le cliché de la bonne élève, la nana qui fait tout bien, qui se renseigne à mort sur les boîtes où elle postule, etc. Je l'avais fait, c'est pas ça, mais je me souviens d'être arrivée à un entretien et c'était un recruteur. C'est lui qui allait décider si j'allais rencontrer l'employeur ou pas. Et au bout d'un moment, il me regarde et me dit « Mademoiselle, si vous vous présentez avec cette attitude à l'entretien, vous n'aurez jamais le poste. » Wow. Et j'ai eu un moment, mais un bug.
Et je me dis, mais en fait, il a complètement raison. Je suis pas du tout alignée avec ce que je suis en train de faire. Ouais, vraiment pas, quoi. Et ça a été un peu un déclic, mais bon, voilà. Les démarches font que j'ai dû continuer à postuler. Et puis, j'ai pris effectivement le tremplin indépendant. L'aide tremplin indépendant pour être indépendante complémentaire et pouvoir toujours avoir le chômage. Et voilà, et petit à petit, les choses ont évolué positivement pour moi, puisqu'aujourd'hui, je suis indépendante à titre principal dans le même domaine. Trop bien. Mais du coup, j'ai plein de questions par rapport à ce que tu vas dire. D'abord, le fait de reprendre comme ça des études en cours du soir, en commençant ton premier job, comment tu l'as vécu? Parce que ça fait beaucoup d'un coup, beaucoup de nouveautés aussi. En fait, c'était un peu un challenge. En même temps, tu vois, au niveau pro, ça faisait quand même, je crois, 2 ans à ce moment-là que j'avais le poste. Donc, j'avais l'impression déjà d'avoir fait le tour. Donc, à ce niveau-là, j'étais plus ou moins en confiance. Et par contre, ouais, c'est vrai que c'était un challenge dans le sens où c'était à Bruxelles. Moi, j'habite ici en campagne. J'étais pas à côté non plus. Je dépendais des transports. Ouais. Et donc, je me souviens que ça avait été toute une réflexion du je le fais pas. Et j'en avais discuté avec mes parents et avec mon compagnon, notamment pour les trajets. Et en fait, ils se sont relayés, tu vois, pendant 1 an pour aller me chercher le soir après les cours. Et je faisais aussi du covoiturage avec une autre personne qui habite dans le coin. Donc voilà, c'est toutes des solutions qui ont été mises en place. Mais sinon, le fait de suivre les cours en soi, à part le challenge des horaires, parce que du coup, tu sors de là, il est 22h, t'es éclaté. Et le lendemain, tu reprends ton train à 6h du mat pour aller bosser, c'est chaud. Mais c'était intéressant. J'ai vraiment découvert un monde... j'ai adoré, quoi. Ouais. Et ça concrétisait un peu tous ces trucs que moi, je suivais en tant que spectatrice, tu vois, avec toutes ces entrepreneuses américaines, tous ces business que je voyais se développer, mais d'une force dingue. J'étais là, mais il y a quoi derrière? Comment ça marche? Comment ça fonctionne, ces choses-là? Et avec cette formation, j'ai eu toutes les clés, en fait. Et à partir de là, tu te dis, ah ouais, mais en fait, tout est possible. Trop bien. Et du coup, ouais, tu te disais vraiment que c'était dans cette voie-là que tu voulais aller? Ouais, ça m'attirait vraiment. Ouais. Et tu parles beaucoup justement d'entrepreneuses américaines. En Belgique, tu trouvais pas des modèles comme ça à suivre? À l'époque, non. Non. Et même, je te dis à l'époque, mais encore aujourd'hui, comme ça, qui m'ont inspirée à ce point, non. Enfin, après, évidemment, toutes les personnes que je peux suivre ou quoi sur les réseaux, oui, m'inspirent, mais pour d'autres raisons, quoi. C'était pas la même dynamique. Et du coup, ouais, une fois que tu termines ce master, que du coup ton job s'arrête, comment ça se passe? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu te dis, comme t'enchaînes les entretiens et que tu sens que ça ne passe pas trop, tu te dis, ok, je vais tester de me lancer en indépendante? Ouais, en fait, à ce moment-là, donc j'avais pris le statut d'indépendante complémentaire là pour avoir quand même le chômage en même temps. Ça me dispensait pas de postuler et de chercher du boulot. Mais en fait, il y a rien à faire. Tu peux mettre toutes les formes que tu veux dans tes CV. Quand ton énergie, elle est pas alignée, les réponses, elles sont pas positives, quoi. Et heureusement, voilà, les choses se sont faites de façon à ce que ça joue en ma faveur. Et petit à petit, oui, j'ai commencé à parler de ce que je proposais sur les réseaux, mais timidement, tu vois, vraiment en mode coucou, je suis là. Moi, c'est Vanessa. Je peux vous aider pour vos réseaux. Et c'était vraiment. J'ai l'impression que c'était une autre vie. Tu vois, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Et en même temps, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et et de fil en aiguille, une personne te fait confiance, et puis une autre, et puis il y a une demande par-ci, une demande par-là, et de fil en aiguille, les choses avancent. Maintenant, c'est vrai que la première année, donc 2019, j'ai un peu tourné en rond, quoi. Tu vois, j'avais l'impression que c'était hyper facile pour les autres et pas pour moi. Que j'avais des clients par-ci par-là, mais je savais pas me dégager un salaire, quoi. Heureusement que j'avais le chômage à l'époque. C'était vraiment, c'était un peu déstabilisant. Et puis en 2020, je me suis inscrite à la formation chez Credel. Et là, par contre, gros coup de boost, quoi. Vraiment, ça, je le recommande s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont une idée de projet ou qui ont envie de se lancer, de faire confiance à Credel et à leur équipe, parce que, ça a été une différence mais phénoménale, quoi. Il y a eu un avant et un après. J'aurais jamais imaginé que c'était à ce point-là. Et à partir de là, les choses ont vraiment bougé pour moi. Vraiment fort, et c'est là que j'ai commencé à entrevoir qu'effectivement oui, je pouvais y arriver et que je pouvais vivre de mon activité, quoi. Et depuis, ça a été vraiment crescendo. Et ton offre au début, c'était vraiment que du community management? C'était du community management et de la formation. Ah oui, quand même, il y avait déjà cette formation. Et à ce moment-là, c'était aussi en vrai ou c'était uniquement en ligne? Non, c'était en vrai, et je pense que la toute première que j'ai donnée, c'était janvier 2020, je pense.
je crois. Et c'était, j'oublierai jamais, c'était avec Valérie Gilson, si jamais elle nous écoute, qui est couturière et avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Trop bien. Super nana. Et je me souviens, j'étais allée chez elle et on avait fait une formation Instagram. Donc voilà, j'avais expliqué les fonctionnalités, je lui avais donné plein de tuyaux, etc. On avait optimisé son profil et ça, c'était le premier truc. Et je me suis dit, waouh, Valérie m'a fait confiance, quoi. Ah ouais. Et c'est, enfin, ouais, tu vois, toutes des petites choses comme ça qui, cumulées, t'aident à avancer, à garder le cap et à rester motivé surtout. Et pourquoi tu as choisi aussi cet axe formation, tu vois, pas juste te contenter de travailler pour des clients, mais aussi former d'autres personnes? Je pense qu'il y a chez moi une volonté quand même de transmettre. Ouais. C'est-à-dire que j'adore, tu vois, bosser dans mon cocon avec mon training et mes cheveux, tu vois, mis n'importe comment et juste faire mon truc et puis envoyer à mes clients. Mais à côté de ça, je me nourris beaucoup des échanges et de la transmission et de voir que j'apporte quelque chose à des personnes qui ont un besoin en fait. Par rapport à la communication, les gens sont un peu perdus. Parfois, comment ça marche les réseaux? Qu'est-ce que je dois faire? Je connais le potentiel des réseaux, mais je sais pas comment ça marche. Moi, j'ai ce savoir. Attends, je vais t'aider, donc je vais venir, on va en discuter, quoi. Et ça me nourrit beaucoup. C'est trop chouette. Et du coup, ouais, cette première formation, ça t'a vraiment donné un boost de confiance et aussi ça t'a donné un sentiment de légitimité? Oui. Ouais, après, ça a toujours été une grosse question, la légitimité, tu vois, et c'est vrai qu'à chaque fois que, du coup, j'avais une demande, j'étais là, ouais, mais est-ce que vraiment, Oui. moi, on me demande ça, oulala, est-ce que je vais assurer, est-ce que je gère, etc., qui je suis, moi, pour arriver à faire ça. Et en fait, à chaque fois, j'ai dit oui et tout s'est bien passé. Et donc, tu prends confiance en toi et tu te rends compte aussi de l'impact que tu as dans la vie des gens, enfin, au niveau professionnel. Et ça vaut tout l'or du monde, quoi, vraiment. Et pour revenir vraiment du coup à ces deux étapes, le tremplin indépendant dont tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Alors en fait, c'est une sorte de contrat qui te permet de cumuler ton statut de chômeur avec un statut d'indépendant complémentaire. Donc en fait, pendant 1 an, tu peux développer ton activité, payer des cotisations sociales réduites, n'est-ce pas? T'es pas obligé de te lancer direct dans le grand bain, tout en ayant la sécurité du chômage. Mais tu dois continuer à chercher du boulot, le but étant que, in fine, à minima, tu aies un mi-temps pour pouvoir après garder ton statut d'indépendant complémentaire. Et en gros, du coup, c'est hyper intéressant parce que quand t'es chômeur, t'es pas censé commencer à lancer ton activité. Si tu le fais, tu dois lâcher tes allocations de chômage. Donc financièrement, tu te retrouves potentiellement dans une situation qui est pas confortable. Et à aucun moment, ça te donne envie d'y aller, quoi. Oui, c'est clair. Et la formation Crédal, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Et du coup, comment ça fonctionnait en fait? C'est quoi le processus? Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Donc c'était un programme sur une dizaine de jours où on voyait en fait plein d'aspects liés à l'entrepreneuriat et notamment il y avait on partait vraiment de la base, quoi. Donc, c'est quoi ton idée? Ok, comment tu vas gagner ta vie? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas réaliste? Et tu vois, il y avait ce côté hyper challengeant que je trouvais hyper intéressant. Parce que quand t'es chez toi tout seul et que tu réfléchis à ton projet, tu fais des plans sur la comète. Et en fait, Crédal, ils arrivent, ils te disent, ouais, ok, non, mais cool, on va t'aider. Mais là, par contre, ton truc, tu planes, quoi. Tu vas jamais réussir à en vivre. Et ça va te coûter X en charge, et ça va te coûter X en cotisation, et check et check. T'as des plans financiers et tout. Enfin, ils t'aident sur plein d'aspects. Et donc, tu vois, ça t'aide un peu à partir sur un business plan qui est réaliste. Et puis après, t'as un suivi aussi. Tu peux avoir des séances de suivi avec une des personnes qui bosse pour Crédal et c'est génial, quoi. Parce que tu sors de cette formation, t'as tout un bagage, donc tu mets plein de choses en place et puis un mois après, t'es là, mais je coince, je suis paumée. Et en fait, tu reprends rendez-vous et eux assurent le suivi avec toi, quoi. Et toi, cette personne qui t'a accompagnée, elle a vraiment aidé à changer les choses? Ouais. Moi, c'était Nadine qui m'avait accompagnée et pareil, c'est un nom que je retiendrai et ouais, non, merci Nadine, quoi. Vraiment, elle a fait une différence pour moi. C'est une des personnes que j'ai croisées sur ma route qui a fait une vraie différence. Et donc, c'est en octobre 2021 que t'es devenue indépendante totale. Et du coup, ça a mis combien de temps entre le moment où tu t'es dit, je vais tester avec le tremplin indépendant et l'indépendant total? 2 ans et demi, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, 2 ans et demi. Est-ce que ça t'a fait peur de prendre ce statut? Écoute, ça m'a fait peur longtemps. Mais par contre, quand j'ai eu ce truc du OK,
je te remets le contexte, donc ça me fait flipper, mais je me dis à partir du moment où j'atteins tel objectif de chiffre d'affaires, bah alors je le fais, je passe en indépendante et je veux plus rien savoir, j'ai plus besoin d'aide, je dois dépendre de personne, juste je fais mon truc. Et très vite, en 3 mois, j'ai atteint cet objectif. Trop bien. À partir du moment où, tu vois, j'étais décidée, vraiment, ça a roulé. Et à partir de ce moment-là, par contre, il fallait plus me faire attendre, quoi. Il fallait y aller, il fallait que les démarches aillent vite, il fallait que là, maintenant, tout de suite, je sois indépendante. Et il y avait notamment Crédal du coup appuyé mon dossier, tu vois, pour des aides, pour l'avantage airbag notamment, qui te donne quand même un gros boost financier. Et tu vois, la commission venait de passer, donc Nadine me dit oui, mais Vanessa, là c'est chaud parce que ça vient d'avoir lieu, je sais pas s'ils vont prendre ton dossier en cours de route, etc. Non mais Nadine, il faut y aller en fait. Je sais plus attendre. Et en fait, mon dossier du coup a été analysé en dehors du moment de la commission, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, les choses se sont faites. Et donc au 1er octobre 2021, j'ai pu avoir mon statut. Et j'étais juste dingue, quoi. Tous les matins, je me levais, je regardais mon compagnon, je disais, je suis indépendante. Mais je faisais la danse de la joie, mais tous les matins, quoi. Et ça a duré des mois, hein. Vraiment, pour te dire à quel point j'étais, truc de dingue. J'étais vraiment, vraiment, vraiment très heureuse. Et c'était une fierté aussi, d'arriver déjà à ce stade-là? Ah ouais, c'était une fierté phénoménale, parce que, pour moi, c'était vraiment, j'y suis arrivée, tu vois, j'avais cet appel je sors du schéma du salariat, que je trouve très bien, hein, mais c'est juste, voilà, ce sont 2 choses complètement différentes. Moi, j'aspirais à l'entrepreneuriat, et quand j'avais commencé à en parler, j'entendais autour de moi des ouais, mais bon, allez, tu vas retrouver un boulot, ouais, bon, tu vas avoir du mal, hein, quand tu vas retrouver un vrai job, nanana. Et tu vois, j'avais ce truc un vrai job, c'est horrible. Oui, tu vois, alors que moi, tous les jours, j'étais là toute la journée sur mon PC, j'avais l'impression déjà de faire des trucs de dingue et de bosser tout le temps. Et donc, le moment où j'y arrive, j'ai suffisamment de rentrée et j'ai le statut. Je dis, non, mais là, il y a plus tu vas trouver un vrai job. Là, maintenant, reconnaissez, c'est mon vrai job, en fait. Et non, quelle fierté, vraiment. J'ai fait ça toute seule, tu vois. Toute seule. Je me suis fait aider, évidemment, mais c'est toi, c'est ton job, c'est ton métier, tu le façonnes comme tu veux. Et ça, c'est un luxe. Est-ce que tu avais l'impression que justement les gens extérieurs te projetaient un peu leur peur, parce que ça fait peur à beaucoup de gens de se lancer en tant qu'indépendant, et en fait quand toi tu le fais, les gens projettent un peu ce que eux craignent. Complètement. Ouais. Il y avait beaucoup ce côté. En fait, il y avait 2 discours. J'avais le discours mais attention, mais ça coûte cher d'être indépendant, c'est dur de gagner sa vie en tant qu'indépendant, tu vas galérer, est-ce que tu vas te débrouiller toute seule et tu verras personne. Donc j'avais vraiment la liste de tous les aspects compliqués en fait de l'entrepreneuriat. Et puis de l'autre côté, j'avais des copines qui me regardaient avec des grands yeux, genre en mode mais vas-y Vanessa, vas-y fonce, fais ce que t'as à faire, tu vas gérer et tout. Et donc voilà, j'avais un peu heureusement une forme d'équilibre comme ça, mais effectivement il y a des projections qui se font, ça c'est un fait certain. Trop bien. Et t'avais dans ton entourage des personnes qui sont indépendantes, justement? T'avais déjà ces exemples autour de toi, ou c'est vraiment t'es partie de, entre guillemets, rien? Je considère que je suis partie de rien, dans le sens où mon entourage proche, il y a aucun indépendant dans mon entourage très proche. J'ai dans ma famille des personnes indépendantes, mais dans le secteur plus du bâtiment. Donc on est encore sur quelque chose de fort différent. Et on n'avait jamais eu cette discussion est-ce que c'est dur d'être entrepreneur ou pas. Tu vois, c'est pas un sujet qu'on abordait quand on se voyait. Donc je considère vraiment que j'ai pas... autour de moi, tout le monde est salarié, quoi, vraiment. Et du coup, pour revenir un peu aussi à ça, en fait, t'as dit que t'avais tout fait toute seule. Comment justement t'as trouvé tes premiers clients? Comment t'as développé un peu ton offre? Comment t'as eu cette première formation avec quelqu'un? Tu vois, comment ça a démarré tout ça? Au tout début, les tout premiers, ça a été du bouche à oreille. Ah oui. Donc une connaissance qui accroche à ce que je raconte et qui recommande à quelqu'un d'autre. Où mon premier client en community management, c'était une ancienne collègue de mon premier job. Qui elle aussi, elle était plus là-bas non plus, donc c'est grâce à elle que j'avais eu ce premier contrat aussi, et donc ça a été beaucoup ça, c'était beaucoup le bouche à oreille, et mon premier gros client, c'était aussi ça, c'était une recommandation sur un groupe Facebook, donc elle cherchait quelqu'un, et quelqu'un qui me suivait a dit regarde du côté de Vanessa, et puis voilà, et j'ai travaillé des années avec ce gros client-là. Ça a été vraiment ça. Et puis il y a eu petit à petit je t'ai vu sur les réseaux. J'ai vu tes vidéos, j'ai vu tes posts.
Ah, j'ai vu tout ton site, j'ai vu ton blog. Et donc, tout cet aspect marketing de contenu aussi qui a commencé à faire sa magie, tu vois. Marketing de contenu, j'entends l'aspect gratuit, hein, parce que j'avais pas fait de pub à l'époque. Et tout ça a commencé la magie a opéré, quoi. Et donc, petit à petit, les gens sont venus, naturellement, en fait, à moi. Faut savoir, je suis pas le genre à prospecter, tu vois, à aller vers les gens. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Je préfère qu'on vienne me chercher, entre guillemets. Et voilà. Oui, du coup, tu parles du marketing de contenu. Tout ça, c'est un investissement au début de faire ton blog, de faire ton site, de faire tes réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose au début qui ne rapporte pas d'argent, donc c'est difficile de faire la balance entre il faut que je gagne ma vie en fait maintenant et il faut justement que je gagne ma vie, donc les gens doivent me voir, je dois me rendre visible. Ça a dû être un travail aussi sur toi de faire tout ça. Ouais, parce qu'en fait, t'as l'impression que tu tournes en rond. Ah oui. Tu vois, tu es là et concrètement, tu produis des tonnes et des tonnes de contenu et c'est tout. Et les gens autour de toi, ils sont là, ça va, t'as des clients, tu gagnes ta vie, t'es là, non, mais bon, j'ai fait 50 posts Instagram ce mois-ci. C'est cool, non? Et puis, ouais, ok, mais financièrement, ça se passe comment? Ça se passe pas très bien, tu vois. Ça se passe, mais pas aussi bien que ça devrait. Et donc, c'est challengeant. Mais c'est un peu le jeu du marketing de contenu quand tu pars sur de l'organique, en tout cas, c'est qu'il faut du temps. Mais une fois que ça se met en place, que le référencement, la magie du référencement opère aussi, ça fonctionne. Maintenant, il y a beaucoup de stratégies que j'ai mises en place depuis, que j'aurais dû mettre en place dès le départ, et que je l'ai pas fait, j'ai pas osé, tu vois, bêtement, le tunnel de conversion, le parcours client, etc., qui pourtant était un sujet qui m'intéressait depuis mon premier job, hein. J'ai pas mis l'énergie là où il fallait, j'ai pas mis en place les bons rouages, et j'ai perdu du temps. J'ai vraiment perdu du temps. Et c'est vrai que, par exemple, Credad, ça m'a aussi fait ouvrir les yeux sur ça. Et puis petit à petit, j'ai mis d'autres choses en place. Mais au début, c'est un peu frustrant, quoi. Oui. C'était bien d'avoir cette formation aussi pour juste aussi reprendre des bases, quoi. Ouais. Et je me souviens d'être là chez Credal et donc j'explique que moi, mon projet, il tourne déjà, en fait, et que je viens, reprendre les bases et avoir de la structure et prendre des conseils, etc. Et les autres participants de la formation me regardent et il y en a une qui lève la main et elle me dit « Mais Vanessa, je comprends pas ce que tu fous là. Parce que nous, on est tous là en train d'essayer de créer notre projet, on va pas le lancer avant des mois, et toi, en fait, tu l'as déjà. » Et ouais, bonne question. Mais moi, ce que je lui répondais, c'est que même quand ton projet, il tourne, ça ne peut qu'être bénéfique que de te plonger une fois dans une formation comme ça, un truc sur l'entrepreneuriat, du networking, discuter avec d'autres entrepreneurs, retourner en formation. Parce que t'apprends toujours des choses. T'as toujours d'autres points de vue sur la situation, et t'avances en fait. Parce que si tu fais tout le temps la même chose, tu tournes en rond. Oui, c'est ça. Ça, tu le fais encore aujourd'hui, justement, assister à des tables rondes, des conférences, des ateliers ou autres sur l'entrepreneuriat? Pour le moment, pas. Pour le moment, ce que je refais beaucoup, c'est de la formation. Donc, j'ai acheté pas mal de bundles là dernièrement pour avoir accès à plein de formations sur plein de thématiques différentes, en fait, pour voir si je suis toujours... si mes connaissances sont toujours d'actualité, ça pas des nouvelles choses qui ont débarqué, et ça bouge beaucoup dans le marketing digital, donc il y a toujours beaucoup de nouveautés, de changements, de fonctionnalités aussi à maîtriser, et ça j'essaie vraiment de me former, de rester au goût du jour pour pouvoir justement proposer des choses qui sont dans l'air du temps, quoi. Oui, ça, les réseaux sociaux, limite, ça change chaque semaine, quoi. Donc pour toi, ça doit être un boulot aussi de dingue, justement, cette veille technologique, quoi. Ah oui, c'est un chantier dingue, et pour être transparente avec toi, je me souviens qu'on en avait parlé quand tu étais venue voir l'article dans le journal, l'aspect formation en ligne. Concrètement, j'ai pas lancé encore de formation en ligne, c'est-à-dire que j'ai animé des ateliers en virtuel, mais pas une formation où t'achètes et tu suis de ton côté la formation. Alors que c'est dans ma tête depuis le jour 1 où je me dis je me lance, quoi. Et en fait, c'est un des freins, c'est ça. C'est cette évolution. Parce que tu tournes des vidéos avec des screenshots où t'expliques aux gens, voilà comment monter votre vidéo Reel, par exemple, j'invente. 3 semaines après, c'est plus le même système de montage, les LED sont plus au même endroit, les boutons sont plus au même endroit. Alors, c'est pas dramatique, ça n'empêche pas que la formation reste vraie et que le contenu reste vrai.
mais quelqu'un qui est débutant dans le domaine et qui voit pas que le bouton il est plus là, il est perdu, quoi. C'est ça. Et donc t'as ce côté un peu où on n'est pas du tout sur de l'evergreen, quoi, tu vois. On est sur un contenu qui évolue, qui bouge, et je trouve que ça rajoute un challenge quand tu veux offrir le top du top aux personnes qui te font confiance, quoi. Ouais, c'est clair. Et justement, toi, les réseaux sociaux, c'était quelque chose avec lequel tu étais familière même avant de commencer cette formation, etc. Enfin, toi-même, personnellement, tu étais déjà beaucoup sur les réseaux sociaux? J'étais beaucoup, mais en tant que plus que follower, tu vois, que l'inverse. Donc, je créais très très peu de contenu. Et pour l'anecdote, quand je suis sortie, ma dernière année de secondaire, mon travail de fin d'études était sur Facebook. Ah, marrant. Ouais. Et ça parlait de quoi? Enfin, tu vois, t'abordais quoi? Ça parlait des travers de Facebook, déjà à l'époque, tu vois. Et ça remonte à 2010, du coup, donc il y a 14 ans. Et aujourd'hui, ta spécialité, c'est vraiment Instagram ou les autres réseaux aussi? Aujourd'hui, vraiment, celui que je maîtrise le mieux, c'est Instagram. Maintenant, je suis aussi sur Facebook et LinkedIn et Pinterest. Et donc, je propose aussi des services avec ces réseaux-là. Mais c'est vrai que Instagram reste pour moi le top. Et c'est quel type de client qui vient te voir? Alors, il y a de tout. Honnêtement, il y a de tout. Je travaille actuellement en community management, par exemple, avec une avocate, une serrurerie, une ferme qui a des chambres d'hôtes. Et j'ai travaillé longtemps aussi avec une agence de communication où je rédigeais des posts pour des centres commerciaux. Donc il y a vraiment de tout. Et j'ai aussi l'entrepreneuse, coach de vie par exemple, qui veut se faire connaître sur les réseaux, qui veut partir sur du personal branding, mais qui sait pas trop comment. Je vais la guider. Et puis tu vois Valérie, couturière. Il y a vraiment de tout, quoi. Ça dépend un petit peu du service. C'est vrai que en atelier par exemple c'est plus varié. Là il y a vraiment des gens de tout horizon, quoi. Et c'est génial parce que finalement les réseaux servent tous ces métiers aussi. Pas toujours le même réseau, évidemment, mais il y a de la place pour tout le monde. Et t'as l'impression d'apprendre aussi, à chaque fois, vu que c'est des gens qui viennent d'univers très différents, t'as aussi l'impression justement d'apprendre des choses via elles et via eux? Ouais, vraiment. Il y a notamment le dernier atelier que j'avais animé, elles étaient 4 participantes. Et mais t'apprends des trucs de fou. Enfin, c'est l'échange, quoi. Tu rentres en fait dans la réalité de la personne te fait confiance pour te transmettre, te confier des informations sur son domaine que tu trouves pas sur internet. Donc t'as vraiment cette richesse, cette connaissance. C'est vraiment c'est magique. Ah, c'est trop chouette. Et t'as l'impression d'attirer aussi des gens, tu vois, qui viennent vraiment, d'attirer des gens qui entre guillemets te ressemblent. Tu vois, t'attires des gens qui partagent tes valeurs, qui partagent ça, oui. Ta vision, etc. Je dois dire que globalement, 99% des personnes avec qui j'ai travaillé, il y avait ce truc on a les mêmes valeurs, on est pas pareil, c'est pas ça, mais oui, il y a un respect mutuel, une reconnaissance de l'un de l'autre. Vraiment une belle harmonie, quoi. Après, j'ai eu une exception où là vraiment, on n'était pas faites pour travailler ensemble, ça n'a pas collé. C'est pas grave en fait. C'est pas grave. Il y a d'autres community managers qui font ça mieux que moi pour cette personne et c'est ok. Mais globalement, j'ai la chance d'attirer des personnes avec qui ça match. Mais du coup, cette personne avec qui t'as pas travaillé, est-ce que ça t'arrive souvent est-ce que ça t'es déjà arrivé plusieurs fois de devoir dire non? Et est-ce que du coup, c'est une bonne façon de aussi poser tes limites? Oui. Alors, ça m'est arrivé dans les cas où je sentais que... comment je vais dire ça? Que j'étais pas en mesure de rencontrer l'attente que la personne avait. Parce que des fois, j'ai des personnes qui viennent à moi. Et ce serait intéressant une fois que je me pose la question de par où elles arrivent, du coup, parce que je pense pas que ce soit par mes réseaux nécessairement, mais un peu en mode, je lance un compte Instagram. Mon objectif, c'est le mois prochain d'avoir 2000 abonnés. Et je veux X likes sur mes posts et nanana. Et moi, je suis pas du tout dans cette démarche-là. Pour moi, tes abonnés, tes likes, c'est pas que ça veut rien dire. Évidemment, c'est un gage souvent de crédibilité pour les gens, même si au fond, de nouveau, ça veut rien dire. Et là, tu vois, par contre, ça matche pas. Ça matche pas parce que moi, je vais jamais te promettre qu'en un mois, tu vas avoir tes 2000 abonnés, que tu vas avoir X likes.
surtout quand tu pars de zéro et qu'il y a toute une stratégie à mettre en place, et c'est du test and learn au début, enfin tu vois. Et dans ces cas-là, bah alors je mets un peu le frein en disant voilà, je pense pas être la bonne personne pour vous aider. Et parfois ce que je fais, bah, c'est juste voilà, j'arrête là, donc je suis pas la bonne personne, désolée. Ou alors si je pense que ça peut matcher avec une consoeur, bah j'écris à cette consoeur en disant bah voilà, j'ai tel type de profil, tel type de demande, est-ce que toi tu le sens? Si elle me dit oui, bah alors je donne les coordonnées et comme ça bah voilà, ça fait le bonheur de 2 personnes. Ouais, c'est trop chouette. Mais ouais. Ça a dû être dur au début quand même de savoir faire ça parce qu'il y a entre guillemets le fait de comprendre que ça n'ira pas, mais aussi le fait de refuser un client. Ah ouais, non, au début tu prends tout, hein. Ouais. Enfin moi en tout cas au début, tout ce que vous voulez, enfin juste venez, on discute, je peux tout faire, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai fait des trucs, pour te dire, une fois j'avais fait, ça avait rien à voir avec mes compétences, mais j'étais capable de le faire. Enfin mes compétences en marketing digital, je veux dire, c'était un questionnaire de satisfaction pour un produit alimentaire. Et je dis à la personne, je dis mais vous allez sur Google Forms, vous le faites et ça vous coûte 0, quoi. Ah non, j'ai pas envie de m'en occuper, faites-le. J'ai pas de problème, bon bah tiens, je le fais alors. Et tu vois, aujourd'hui on m'écrirait pour ça, je dirais sorry, moi j'ai pas le temps pour ça. Enfin avec le temps tu gères différemment et maintenant c'est vrai que j'ai une base de clients qui est assez solide et qui fait que bah voilà, les choses tournent, que les choses roulent, que financièrement c'est OK et donc je peux plus facilement me permettre de mettre mon énergie là où j'ai vraiment envie de la mettre. Oui, c'est ça. Oui, tu as des clients vraiment qui sont sur du long terme? Ouais, j'ai en général et je m'étais dit qu'il fallait que je calcule la moyenne mais on est sur des années de collaboration. Ouais. Oui, en général, j'ai eu très peu de missions où ça s'est fini tôt. C'est arrivé pour diverses raisons, mais globalement, j'ai des missions 2-3 ans. Excellent. Ouais. Et du coup, comment tu organises ton temps entre tout ça? Bah écoute, pas toujours facilement, parce que quand j'ai juste à gérer, entre guillemets, les clients en community management, ça va. On a une sorte de planning au mois. Donc, début du mois, on va définir les thèmes qui vont être abordés le mois d'après. Ouais. Je rédige le contenu sur base de recherches, de mes idées, mais aussi d'infos qui sont fournies par le client. Le client valide, il y a les visuels qui sont créés. Fin du mois, on planifie pour le mois d'après. Et donc là, tu vois, ça roule. Ouais. C'est OK. Mais certains mois, bah, il y a une formation en plus à donner. Il y a parfois 2-3 formations sur le mois à donner pour un client. Ou alors des audits qui s'ajoutent. Et là, par contre, j'avoue qu'il y a des mois où, du coup, je me retrouve d'un coup avec une charge de travail phénoménale. Et c'est en général le moment où je me dis, oula, faudrait que je délègue. Parce que là, ça devient compliqué. Mais voilà, globalement, voilà, j'arrive à gérer. Mais c'est vrai que certains mois sont plus intenses que d'autres. Et t'arrives à avoir du temps pour tes propres réseaux à toi? Eh ben, ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très souvent compliqué. Comme ça. Ouais. En fait, les phases où j'ai le plus publié finalement sur mes réseaux à moi, ce sont les phases où j'ai eu le moins de clients. Ah oui. Et pourtant, c'est le moment où, en fait, c'est hyper paradoxal parce que tu publies à fond, donc les gens ont l'impression que ça marche à mort pour toi. Et quelle ironie, quoi. Ah, Vanessa, je te vois partout, ça marche trop bien pour toi, je suis contente et tout. Et toi, t'es là et tu te dis, ouais, moi je suis un peu ric-rac ce mois-ci, mais bon, ok, je prends le compliment, chouette, merci. Et par contre, les périodes où t'es un peu absente, on a l'impression que ton business, il est mort. Alors qu'en fait, toi, tu bosses toute la journée pour tes clients et c'est probablement le mois où tu vas faire le meilleur chiffre, quoi. Bah oui, c'est ça. Et donc, c'est là, par contre, qu'il faut trouver, je pense, le bon équilibre pour garder effectivement sa fréquence de publication. Ce que j'apprends très bien aux autres, mais que j'ai beaucoup de mal à faire moi-même. Mais là, j'ai pris contact avec une assistante virtuelle. Ah, trop bien. Voilà, en vue de réussir à déléguer certaines choses et de pouvoir rester présente de manière constante et régulière sur l'ensemble de mes réseaux, quoi. Oui, parce que tu parlais des chiffres qui donnaient aussi une crédibilité, mais t'as pas non plus 100 000 abonnés sur chaque réseau, donc est-ce que du coup les gens parfois se disent en fait je vais pas aller avec elle, elle a que X abonnés. Ah, je suis sûre que les gens se disent ça, enfin qu'il y en a qui se sont fait la réflexion parce que une cliente avec qui j'ai travaillé 3 ans ou 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça, à la base elle me l'a dit. Ah oui. Elle m'a dit comment elle m'avait sorti ça? Oui, j'ai vu que tu n'avais que 600 abonnés, donc en quoi toi tu vas m'aider, quoi.
Et j'étais là, mais t'inquiète, c'est pas grave, j'ai 600 abonnés, mais c'est 600 bons abonnés, j'en suis très fière et j'ai pas besoin de plus pour faire du bon travail avec toi. Et de fait, on a travaillé ensemble très longtemps. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je suis sûre que oui, il y a des personnes qui regardent mon nombre d'abonnés et disent, ouais, celle-là, non, on va pas y aller. Ça, quoi. Ouais. Et c'est le cas un peu pour tous, on va programmer tel artiste parce que il est bien suivi sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est un peu difficile. Et toi, tu vois vraiment ça juste comme un chiffre, ce nombre d'abonnés? Je vois ça comme un chiffre, mais j'ai conscience de l'impact qu'il a sur les gens. Voilà, que certainement, des clients, je suis passée à côté parce que j'avais le nombre d'abonnés que j'ai. Donc je me rends compte que oui, c'est important. Mais tu vois, l'ironie, c'est que aujourd'hui, je sais même pas combien je suis, un peu moins de 2000, je crois. Il suffirait que maintenant, je fasse une campagne de pub, que j'injecte un peu d'argent, et ce chiffre, il monte. Ouais. Et puis là, d'un coup, les gens se diront, waouh, elle a, je sais pas moi, 5, 10 000 abonnés, peut-être plus si je mets plus d'argent, enfin voilà. Et ça veut rien dire. Mon travail, il est exactement le même. C'est la même qualité. Je travaille de la même manière, quoi. Est-ce que tu ressens quelque chose de différent, toi, quand tu fais du community management pour un client ou quand tu formes vraiment des personnes en réel? Est-ce que tu as des sentiments, ça t'apporte quelque chose de différent? Ouais, c'est pas du tout la même chose parce que c'est vrai que quand tu fais du community management, que tu crées du contenu pour les gens, c'est un peu un travail solitaire, tu vois. Enfin oui, t'as des échanges avec ton client, mais finalement très très peu. C'est juste pour te fournir des infos ou poser quelques questions. Et oui, puis t'es là, tu crées ce contenu, tu le mets en ligne et c'est cool. Ça fait vivre les réseaux du client. Mais par contre, quand tu es face à des personnes en formation ou en atelier, peu importe, ou même en one-to-one, tu vois, en consultance, que tu mesures à quel point la personne est en train de valoriser ce qu'elle est en train d'apprendre et qu'après tu la vois appliquer ce qu'elle a appris avec toi, ça, j'avoue, moi ça me remplit de joie vraiment parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui vibre pour son projet comme moi j'ai pu vibrer pour le mien et que grâce à ce que je lui ai transmis, mais surtout grâce à elle, parce qu'à la base, c'est elle qui fait la démarche, tu vois, de se faire aider sur ce volet-là. Mais grâce à tout ça, elle arrive à faire connaître son activité davantage. Et elle-même a aidé d'autres personnes, du coup, avec les compétences qui lui sont propres et dans le domaine qui lui est propre, quoi. Et ça, ça, c'est magique, vraiment. Ouais. Trop bien. Tu suis souvent comme ça les projets. Après, tu regardes un peu sur les réseaux sociaux ce qui est sorti de cette formation. Oui, je regarde. Je regarde ce qui se passe. Enfin, je m'abonne toujours aux gens qui travaillent avec moi ou qui achètent chez moi, genre mon produit en ligne ou quoi. Enfin, tu vois. Et après, je regarde ce qu'ils font. J'essaye de liker tout leur contenu pour les encourager. J'envoie des messages. Il y a des échanges. Parfois, il y a des questions. Ou la personne qui va m'écrire en me disant regarde ce que j'ai fait suite à la formation, etc. Et c'est super cool. Ouais, ça doit être très chouette. Comment t'as fait à la base pour déterminer tes tarifs, justement? Ça a été compliqué pour toi? Ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que parce qu'il y avait cette notion du moi je veux en vivre, donc je dois facturer suffisamment, mais en même temps je me sentais pas spécialement crédible ou légitime, et donc j'avais tendance, je pense comme beaucoup de gens finalement qui se lancent, à me brader. Et puis il faut savoir aussi qu'à l'époque, donc 2019, on était avant le Covid, il y avait pas encore, enfin c'est pas encore le cas à 100%, mais bon, ça a évolué. Mais à l'époque, les réseaux sociaux, les gens snobbaient un peu le truc, quoi. Je me souviens d'avoir fait un post sur un groupe Facebook de ma région où je disais voilà, je suis community manager. Et c'était une somme mais ridicule, je sais plus combien, c'était genre pour 200 € par mois, vous pouvez déjà avoir une belle présence sur vos réseaux sociaux, quoi. Et donc je disais ce que je faisais et ça s'adressait en fait aux commerçants de la zone, quoi. Et il y a une dame qui m'a répondu, une commerçante de la région, qui a répondu ça fait X € par an. C'est absolument scandaleux pour des réseaux sociaux, quoi, un truc du genre. Et finalement, son commentaire a été supprimé, et voilà, mais waouh, et j'étais pas bien. Parce que je me dis, attends, mais ok, donc c'est vraiment pas valorisé, mais comment moi je vais faire alors pour gagner ma vie? C'était déjà pas un montant énorme par rapport au travail qu'il y avait derrière. Ouais, c'est clair. Non, c'était pas facile. Mais après, voilà, il y a eu notamment Credel aussi, avec qui j'avais travaillé sur mes tarifs. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a challengé fortement. Parce qu'il a fallu revoir tout à la hausse, et ça, c'était pas facile. Mais oui, je me disais, mais personne va acheter à ce prix-là. Personne va acheter. Et puis en fait, de fil en aiguille, tu mesures en fait de combien t'as vraiment besoin pour vivre, de la valeur de ce que tu proposes et du temps que ça te prend réellement. Parce que quand c'est du community management, c'est mon temps que j'offre.
Ouais, C'est différent de quand je vends mes produits digitaux, bah là, oui, les gens achètent, voilà, ça me demande plus de temps à part à la création, c'est tout. Mais pour le community management, c'est différent. Et donc, ouais, ça a été compliqué. Ah ouais. Et du coup, t'as l'impression qu'il y a eu un changement quand même de mentalité aussi autour de l'importance des réseaux sociaux depuis que t'as commencé? Ouais, au moment du Covid. Pour moi, il y a eu un gros shift parce que, justement, les 10 commerçants se retrouvaient malheureusement fermés, avec zéro contact avec leur clientèle. Et là, par contre, les gens se disent, mais mince, comment je fais, moi, pour rester en contact avec les gens? Et les gens sont enfermés chez eux, ils sont où? Sur leur téléphone, sur le TikTok, sur Instagram, sur les réseaux, quoi. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? On veut aussi être sur les réseaux. Et donc, là, il y a une prise de conscience de l'importance, de la nécessité d'être présent en ligne. Et là, par contre, du coup, mes services ont tout leur sens. Ah ouais, c'est ça. Oui, et en plus, si tu mets ton prix trop au rabais, c'est parfois un manque de crédibilité aussi. Enfin, c'est perçu comme un manque de crédibilité. Complètement, et ça je m'en rendais pas compte. Et c'est maintenant quand moi je cherche un prestataire et que je vois certains devis qui vont du simple au double, tu vois, je me dis celui qui me demande 300 balles pour la prestation, pourquoi? Qu'est-ce que tu me proposes réellement derrière? Oui, tu vois, quel est le couac? Donc non, il faut vraiment faire attention à ça, c'est vrai. Tu parlais de tes produits digitaux. Qu'est-ce que tu proposes comme ça Alors, pour l'instant, j'ai un produit digital qui contient 365 idées de contenu. En fait, c'est sous forme un peu de e-book. Et dedans, je donne plein de conseils pour personnaliser justement les idées de contenu, pour pouvoir créer son contenu. J'ai surtout axé ça sur Instagram. Et voilà, et en fait, il y a donc 365 idées, donc ça fait une idée par jour. Pour les personnes qui voudraient se lancer le challenge de publier tous les jours. Et il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie de contenu, enfin d'idées qui vont t'aider à faire la promotion de tes produits. Une catégorie pour instruire ton audience et puis une catégorie pour inspirer ton audience. Tu vois, un peu plus dans cette idée de personal branding, d'inspirer les gens, etc. Et ça, par contre, du coup, ça se vend tout seul, quoi. Ah, trop bien. Enfin, ça se vend tout seul. Il faut en parler, etc. Mais voilà, c'est en ligne. Donc, la personne, à l'heure qu'elle veut, quand elle veut, elle fait sa popote. Tout est digitalisé, tout est automatisé. Et c'est, aujourd'hui, c'est vraiment celui-là, le premier produit digital. Et ça t'a pris combien de temps de créer tout ça? Écoute, ça a été super vite, en fait. Parce que je m'y suis mise à fond. À partir du moment où j'ai décidé que j'allais créer ça, en fait, j'étais dans l'optique de créer vraiment tout un univers autour d'une marque qui s'appelle Insta on the Go. Et donc, tu vois, j'y ai réfléchi pendant des mois. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est maintenant. Et là, par contre, c'était jour et nuit, quoi. Et j'étais à fond, le plan, les différents services, etc. Et notamment, du coup, ce produit 365 que je voulais sortir en premier. Et je crois qu'entre le moment où j'ai commencé à lister les 365 idées, parce qu'il a fallu les trouver quand même, entre le moment où j'ai fait ça, la mise en place du truc, la création de mon identité visuelle pour ce projet aussi, avec une graphiste, etc. Je crois qu'il y a eu 2 mois et demi, 3 mois, entre le début et le moment où je dis, voilà, c'est en ligne, achetez-le, quoi. Ah c'est rapide quand même. Ça a été super vite. Ouais, ça s'est vraiment enchaîné. Là, j'étais vraiment, tu vois, dans le flow, quoi. Oui, et Insta on the Go, du coup, c'était un projet que tu voulais lancer en parallèle un peu? Ouais, en fait, en soi, il existe. Donc, l'idée, c'était d'avoir une série de produits qui permettent aux gens qui utilisent Instagram pour promouvoir leurs services de trouver des solutions à leurs problématiques, comme créer du contenu plus facilement, créer des vidéos, etc., trouver des idées de contenu. Et donc, l'idée, c'était de faire le produit digital 365, puis d'avoir des ateliers sur 3 thématiques différentes, que j'allais donner en live d'abord et puis enregistrer en formation en ligne. Et puis le 3e produit, c'était l'audit de compte Instagram, donc pour les gens qui avaient déjà mis des choses en place et qui avaient besoin d'un coup de pouce, quoi. Et en fait, aujourd'hui, mon dilemme, entre guillemets, c'est que j'aime ce projet et que je suis très fière de l'avoir lancé, d'avoir pratiquement tout fait moi-même. Enfin, je me suis fait aider au niveau juridique, au niveau graphique, etc. Mais globalement, les automatisations et tout, c'était moi. Je suis très fière de ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, j'ai l'impression de m'être un peu limitée en ne partant que sur Instagram. Ah oui. Parce qu'en fait, mon expertise est beaucoup plus large que ça. Et donc là, je suis en train de réfléchir à, faire un step en arrière et à prendre le truc de manière un peu plus large. Mais j'en dis pas plus parce que je ne sais pas encore exactement comment je vais faire ça. Mais voilà. Techniquement, on ne sera plus que sur du Instagram. Trop bien. Tu fonctionnes comme ça en général, t'as une idée, tu te mets à fond dedans et tu fais tout pour y arriver, entre guillemets, rapidement? Ouais.
En fait, c'est hyper particulier parce que je vais être là pendant des mois à tourner en rond en mode ça m'attire, ça m'attire, ah ça ce serait sympa. Et alors j'ai un tiroir plein de feuilles, tu vois, de brouillons où j'ai noté 150 000 idées. De temps en temps, je relis, je souligne des trucs, j'en jette d'autres, voilà. Et puis un jour, par contre, la paf, c'est cette idée-là, c'est ce truc-là que je dois faire. Et là, par contre, il faut rien me demander d'autre, quoi. J'ai plus le temps, je vais pas aller boire un verre avec toi, je vais pas aller manger avec toi. Non, juste tu me laisses travailler sur mon truc. Dans X semaines, c'est sorti, quoi. Et donc en fait, chez moi, t'as des périodes comme ça où c'est juste chill entre guillemets, enfin juste les missions récurrentes. Et puis d'un coup, il va y avoir une période de rush que je vais me mettre moi-même pour être justement dans cette création, quoi. C'est ça que ça représente un peu pour toi, l'entrepreneuriat, c'est que le champ des possibles est illimité. Complètement. Et il y a cette notion de non seulement tout est possible, mais il y a aussi ce truc, et ça m'a beaucoup rassurée de réaliser ça, c'est que rien n'est définitif. Ah oui. C'est pas parce que tu prends une direction aujourd'hui, que tu mets tout ton cœur, tout ton être, voire tout ton argent, que ça veut dire qu'après t'es coincé dans ce truc-là. Tu peux toujours faire un pas sur le côté, un pas en arrière, un pas en avant, ou changer complètement de direction, c'est ok en fait. Et je pense qu'il y a une certaine pression, enfin que j'entends souvent en discutant avec d'autres entrepreneurs, c'est ce truc du ah ouais mais attends, si je me lance là-dedans et que ça marche pas, ou qu'en fait j'aime pas, mais c'est pas grave. Ouais. Si t'aimes pas ou que ça marche pas, mais tu fais autre chose. Parce que tout est possible. Parce que tu peux oser faire autre chose. Ouais. Et c'est là toute la magie de ce statut, c'est que t'es complètement libre. Et ça, c'est magique. Et justement, on parlait de limites tantôt plus par rapport aux clients, refuser des clients, etc. T'arrives aussi à te mettre des limites, genre ne pas avoir que des moments où tu refuses tous les verres, où t'as plus de vie sociale, etc. parce que t'es trop focus sur un projet. T'arrives à faire la part des choses aussi. En plus, tu bosses en partie de chez toi. T'arrives à faire la part des choses entre là, c'est le moment de bosser, là, c'est le moment de vivre ma vie extérieure au boulot. Ouais, mais j'ai un peu ce truc c'est quand vraiment je commence à être à ma limite, à me sentir mal parce que j'ai trop tiré sur la corde. Ah oui. Tu vois, ce moment où je me dis, ok, là, je suis en train de travailler et je suis pas en train de prendre du plaisir. Là, il y a un truc qui va pas. Ah oui. Où je te donne l'exemple ici au mois d'avril, j'avais un mois, mais juste de percher, un truc de fou, parce que j'ai eu des opportunités, parce que j'avais les clients récurrents et parce que moi-même, j'ai voulu faire des choses en plus. Ouais. Et donc, je me suis retrouvée, mais complètement dépassée. Et donc, à la base, un truc qui devait être génial, je l'ai super mal vécu. Et vraiment, j'ai compté les jours au mois d'avril. Ah ouais. Parce que, ok, donc ça c'est fait, donc ce jour-là il est barré. Ok, bon, demain j'ai tout ça à faire. Et ça, c'était vraiment compliqué. Et du coup, je me suis dit, ok, mai, juin, on va un petit peu se calmer, quoi. On va ralentir, on va dire non quand il faut dire non. Et se poser la question du, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui? Et plus s'écouter. Mais c'est vrai que oui, non, j'essaye d'avoir l'équilibre, mais il y a quand même des phases où je pars complètement dans un sens et puis dans un autre. Ouais. Parce qu'en plus, c'est une passion ce job. C'est un job méga challengeant vu que tu apprends des choses tout le temps et en plus tu es toute seule dedans. Du coup, ça doit être dur de savoir s'arrêter, quoi. Ouais, c'est pas facile, mais j'ai la chance d'être très bien entourée et je pense à 3 de mes copines qui sont exceptionnelles. Il y en a une qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat. Elle est salariée, mais ça a toujours été ma première fan, quoi. Vraiment, depuis le jour 1, elle me dit, je comprends pas tout ce que tu fais, mais je suis à fond. C'est trop chouette. Ouais, c'est génial. Et ça m'aide beaucoup. Elle est très présente pour moi. Et alors, j'ai 2 copines, enfin, une qui est entrepreneuse aussi, à temps plein, Cécile, si tu passes par là, d'ailleurs. Je te remercie. Et elle, par contre, on se parle, mais tous les jours, tu vois, tous les jours, on s'échange des messages, etc. Et quand je vais pas bien, je sais lui dire, quoi. Et elle va toujours avoir le bon conseil pour moi ou le bon mot pour que je fasse un step en arrière, que je prenne un peu soin de moi et c'est pas grave, je me remettrai plus tard, etc. Et puis du coup une troisième pote aussi qui m'appelle très régulièrement. Bon allez, comment tu vas aujourd'hui? Et puis tu vois, on va passer 2 heures au téléphone et je vais vider mon sac, elle va vider le sien et puis on avance, quoi. Et ces 3 piliers dans ma vie aujourd'hui, c'est 3 super nanas vraiment qui font que j'arrive à kiffer en fait, tu vois. Oui, c'est important d'avoir quand même aussi t'as cette amie qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais les 2 autres y sont, et c'est important aussi d'avoir des gens qui te comprennent, qui savent un peu ce que tu vis, un peu les hauts et les bas de l'entrepreneur, etc. Complètement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué au tout début. Ah oui. Parce que j'avais ce truc du, oui, mais bon, c'est un boulot solitaire, moi je vais travailler derrière mon ordinateur, j'ai besoin de personne, et je me débrouille très bien toute seule.
Et c'est vrai que la plupart du temps, je me sens très bien seule, hein, vraiment. Mais à un moment donné, faut pas se leurrer. T'as besoin des gens, t'as besoin de, ne serait-ce que de parler, que de verbaliser ce que tu ressens, pour te rendre compte de ce que tu es en train de vivre et pour avoir aussi la vie d'une autre personne. Ouais. Et savoir prendre le recul aussi, se rendre compte de tout le chemin accompli, quoi. Ouais, ça aussi. Qui va te dire, mieux que les autres, regarde tout ce que tu as fait. Ouais. Toi-même, tu vas jamais te lever et se dire, je vais prendre du recul, regardons tout ce que j'ai accompli ces dernières années. Non, toi, tu vas regarder en avant, tu vas foncer. Et tes potes ou tes amis entrepreneurs sont là pour te dire, mais regarde. Regarde tout ce que tu as accompli. Et ça vaut la peine de temps en temps de regarder en arrière. Tu t'attendais à vivre tout ça quand tu as décidé de devenir indépendante ? Non. Non. Je saurais même plus te dire maintenant ce que j'imaginais. Je pense que oui, j'imaginais cet aspect liberté que je valorise énormément aujourd'hui et ce champ des possibles, ça oui. Mais tout ce que j'ai vécu en termes d'apprentissage, de relations, de connexion humaine, tout ce développement et l'impact quand même que j'ai pu avoir dans la vie de certains et que certains ont eu dans ma vie, je n'aurais jamais pensé tout ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour tout ça, vraiment. T'es fière d'avoir osé faire le pas ? Ouais. Je le referai 1000 fois. Trop bien. Et qu'est-ce que tu as envie comme ça pour la suite ? Tiens, c'est une bonne question. Je pense que là, j'ai envie de proposer de nouvelles choses. J'ai envie de me réinventer au niveau des services que je propose, en gardant ce qui est là et ce qui fonctionne dans le sens où c'est utile. Il y a une demande, il y a un besoin, mais j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau. J'ai envie d'apporter une expertise plus générale pour que les gens puissent briller davantage. Que les gens puissent se montrer encore davantage et pas juste sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, mais de manière plus large. Et ça, je pense que ça va être mon angle d'attaque pour les prochains mois. Trop bien. Comment tu vas travailler sur ça, tu vois ? Est-ce que tu vas prendre des moments de recul pour travailler sur ça ? Enfin, comment tu vas placer ça justement dans ton quotidien, quoi ? Oui, alors effectivement, ça va être les moments où j'aurai un creux, où tu vois les missions que je dois honorer, je les honore, et puis j'ai une après-midi de libre, et ça va être consacré à ça. Je vais ressortir mes bouts de papier, mon crayon, et on va repartir en réflexion. Et un jour, ça prendra forme. Ouais. J'ai l'impression aussi que la question que les gens se posent souvent, c'est est-ce que tu arrives à prendre des vacances ? C'est un peu compliqué l'histoire des vacances parce que en fait, tu vois, quand tu bosses comme ça de chez toi et que tu fais un peu ce que tu veux, je dis bien un peu parce que t'as quand même des contraintes et des engagements, mais t'as déjà l'impression, je trouve, d'une certaine manière d'être en vacances par moment. Pas tout le temps, on s'entend, mais j'ai quand même l'impression d'avoir quand même un rythme de vie chill, tu vois, la plupart du temps. T'as un rythme de vie qui te correspond, en fait. Oui, en fait, c'est ça. Et donc, je me sens bien, déjà dans mon quotidien. Par contre, c'est vrai que j'aime prendre des vacances. Et par exemple, chaque année, à Noël, je prends 3 semaines. Ouais. Mais souvent, c'est 3 semaines où, en fait, j'ai une réflexion pour ce que je vais faire en janvier à la rentrée. Et donc, je vais déjà bosser sur quelque chose. Mais je choisis. Et j'ai le temps pour le faire puisque j'ai fixé des vacances. Donc ça, c'est cool. Et puis, il y a un deuxième temps dans l'année où, en général, j'essaye aussi carrément de partir. C'est plus vers août-septembre, où là, jusqu'ici, je prenais 3 semaines. Cette année, je vais essayer de prendre un mois. On va voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, quand t'es indépendant et que tu dois prendre des congés, c'est tout un travail en amont. Et puis, c'est tout un travail au retour. Donc, il y a aussi cette pression-là qu'il faut gérer. Mais globalement, ça va. Je pense que je m'en sors. Mais t'es contente, justement, d'avoir réussi à te donner aussi cette période et de de savoir faire un break, en fait. T'es contente de te donner l'opportunité de faire un break ? Ouais. Ah ouais. Oui, vraiment. Et même si je kiffe mon rythme de vie et je prends du plaisir vraiment dans ce que je fais, quand j'arrive à prendre des vacances, je suis contente. Parce que je me dis, cette semaine, c'est plus light, donc jeudi, vendredi, je travaille pas, par exemple. Je me fais un long week-end. Ouais, je suis contente. Je suis contente d'avoir cette liberté et de pouvoir le faire. Génial. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Aussi bien professionnellement que personnellement. Alors, je pense que professionnellement, ce que j'aimerais faire, ce serait d'animer une conférence. Ça, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un petit temps.
Et en même temps, il y a un méga challenge pour moi parce que déjà, quand j'ai dû donner formation devant plus de 30 personnes, j'étais pas bien, tu vois. Enfin, j'étais pas bien, ça s'est super bien passé, mais la phase juste avant, tu te sens super mal, tu paniques à mort. Enfin, moi, personnellement, j'étais vraiment mal. Et donc là, je me dis, ça serait un challenge. Mais j'aimerais bien pouvoir... apporter une information à un large groupe de personnes sans être en panique totale. Ouais. Et voilà, et juste transmettre quelque chose en live, tu vois, en vrai de vrai, pour sentir l'énergie des personnes et pouvoir aller à leur rencontre aussi. Mais voilà, je sais pas si ça se mettra sur ma route, on verra. Trop chouette. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Merci Vanessa d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.